joie d'être avec toi et tu m'as beaucoup parlé de toi. Et on était venu au congrès, au bien-être, il y a un an, au festival, et on a adoré. Ah, merci. Donc c'est un plaisir pour moi de te rencontrer aujourd'hui et puis de faire ta connaissance, surtout que tu vas initier un nouveau congrès. Je te laisse le présenter. C'est le congrès Innovation en éducation, qui est un peu une suite logique du Festival pour l'école de la vie. Sur le Festival pour l'école de la vie, on est sur un format qui est festival, donc on est là pendant 3 jours. Il y a des événements, il y a des spectacles, des ateliers, des animations, des concerts, 200 exposants, voilà, c'était là, c'était top, 40 conférences. Et aussi, surtout, dans un format qu'on a envie de vraiment d'ouvrir un maximum à tout le monde et de le rendre vraiment accessible à tout le monde. C'était bien le cas. Et c'était bien le cas, ouais. Donc là, cette année, on a eu 12 000 personnes qui sont venues de la France entière, c'était impressionnant. Dans une ambiance de bienveillance, de joie, enfin bon, c'était vraiment top. Il y avait plein d'enfants qui étaient là et qui écoutaient. Enfin, j'étais impressionnée par la présence silencieuse et attentive des enfants. Beaucoup de femmes enceintes aussi. Et donc voilà, et donc le congrès en innovation en éducation, c'est une suite logique parce que ça arrive mi-mars, alors que le festival est au mois de septembre, et on pense que c'est aussi une bonne transition pour se poser, pour être plutôt dans un lieu qui est confiné, pour écouter des conférenciers qui viennent justement apporter des outils dans le monde de l'innovation en éducation. Voilà. Et donc là, on est sur un format qui est plus petit parce que c'est limité, donc on va être 400 personnes dans une salle à écouter 7 conférenciers par jour, qui vont venir nous parler de leurs outils, leurs découvertes et de tout l'univers qu'il peut avoir dans le monde de l'éducation qui est juste immense et qui n'est surtout pas restreint à l'éducation nationale. Comme on l'a vu auparavant, pour moi il y a des centaines de milliers d'acteurs qui se mobilisent dans ce sens-là. Donc là il a fallu être plutôt sélectif, on a une liste potentielle de conférenciers qui peuvent intervenir dans ce congrès, je pense qu'on en aurait pour 20 ans. Donc là on a été assez sélectif. Dans la mesure où c'est des gens aussi qu'on connaît, c'est-à-dire je pense à Sophie Rabi par exemple, qui va venir évidemment parler de ce qu'elle a mis en place depuis 1999, comme Jonathan Lehmann aussi qui commence à se faire connaître parce qu'il propose des outils de méditation gratuits dans le monde de l'école. Il y a Vanessa Millet aussi qui vient, qui a créé une école de Montessori, accompagnée avec les animaux. Je crois que c'est pas commun, il y a beaucoup d'écoles d'ailleurs qui pourraient se poser la question, est-ce que moi potentiellement je peux faire entrer des animaux dans mon école? Et bien oui, évidemment, oui, forcément. Qui y a d'autres? Il y a Eric Gaspard qui vient, qui nous parle aussi des neurosciences justement dans le monde de l'éducation. Enfin bon, j'ai pas les 14 conférenciers en tête, mais l'idée c'est de montrer aux particuliers, mais aussi aux enseignants qu'il y a des choses qui existent, que potentiellement on peut essayer de voir, enfin en tout cas ouvrir notre regard de manière très différente sur ce qu'on fait avec les enfants, même si on fait du mieux qu'on peut. Je pense que c'est intéressant de s'ouvrir, d'aller voir qu'il y a d'autres choses. C'est tellement inspirant. Ben voilà, c'est tellement inspirant, c'est ça, ouais. Et puis on l'a vu du coup avec le Festival pour l'école de la vie, c'est réellement inspirant. Ce congrès se veut être aussi une source d'inspiration, mais pas que, parce que à l'image du festival, pour moi c'est des lieux qui rassemblent du monde et qui rassemblent des personnes qui sont connectées de la même façon. Donc au-delà des conférences et de ce qu'on va apprendre, c'est un lieu potentiellement où on peut créer et co-créer aussi tous ensemble, et imaginer aussi des solutions ensemble, et surtout passer à l'action après derrière. Donc je pense qu'il faut venir au congrès Innovation en éducation aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que oui, il y a des acteurs très connus qui viennent, et donc c'est hyper intéressant de les écouter, de s'enrichir de leur histoire et de leur parcours, mais au-delà de ça, c'est quand même 400 personnes, puisque c'est limité, le congrès est limité à 400 personnes, 400 personnes comme toi et moi, qui ont envie de faire avancer les choses, qui passent à l'action et qui peuvent peut-être travailler ensemble. Donc ça pour moi c'est intéressant, c'est le 3 et 4 mars 2018, donc c'est bientôt, ça arrive à vitesse grand V. Le format est simple, donc c'est-à-dire qu'il y a des conférences le matin, après à midi on fait une pause pour manger, puis l'après-midi on repart sur les conférences. Donc il y a 7 conférences par jour, une pause le matin pour tes cafés, une pause l'après-midi pour le goûter, et puis rebelote le lendemain, le dimanche. Donc voilà, donc nous on a tous hâte de vivre cette première expérience, et c'est surtout à Montpellier, parce qu'on réside à Montpellier, on a envie de lancer aussi cette première initiative sur Montpellier, mais le congrès a pour objectif justement de vivre un peu partout en France. Donc là on le lance sur Montpellier, après il sera peut-être à Lyon, à Bordeaux, à Paris, des villes comme ça, voilà. Histoire que ça profite à tout le monde. Absolument, bravo, bravo, c'est merveilleux. Merci. Happy Parents, en réalité c'est quoi? Le Happy Parents, c'est des enfants qui viennent, beaucoup par internet, mais c'est aussi des livres, une maison d'édition. On a écrit des méthodes comme
une méthode pour apprendre les tables de multiplication qu'on peut acheter sous forme de livre, mais aussi sous forme de vidéo. Okay. On est en train d'écrire un jeu vidéo pour apprendre la conjugaison. Et puis on est en train de... on a aussi... Eric m'a filmé en train d'enseigner toutes mes astuces pédagogiques en français, en mathématiques et aussi en anglais. Pour qu'un enfant rentre de l'école, maman j'ai pas compris, hop, on appuie sur le bouton, on va chercher par ordre alphabétique, hop, on trouve, on écoute. Ah d'accord, et je donne tout sous forme de petites astuces, et du coup en appliquant l'astuce, on ajuste, donc ça aide bien. Et puis on avait envie qu'il y ait plein d'enfants qui puissent profiter, donc on forme aussi des personnes à faire le même métier que nous. Génial. Voilà. Okay. Donc elles se forment de manière très facile par internet, pareil, et du coup en temps choisi, oui, bien sûr, des choses simples. Voilà. Donc on s'adresse à la fois aux petits-enfants en faisant des ateliers. On s'adresse des ateliers sur Skype. Hein. On fait un atelier philo pour les petits sur Skype. Alors ils sont comme, tu sais, comme un débat politique, comme ils adorent ça. On fait des ateliers d'adolescents, on fait des ateliers de parents. Et puis on a donc des ateliers de formateurs. On a 200 formateurs maintenant en francophonie. D'accord. Bravo. Merci. Donc pour des choses qu'on avait soit pas vues à l'époque, soit qu'on avait oubliées, soit qu'on n'avait pas comprises et qu'on n'a toujours pas comprises. Ouais. Donc en fait c'est ça, on a fait des remises à niveau, tu vois. Et donc la première partie, c'est tout sauf des mathématiques. Pendant une demi-heure, on va justement aller écouter leur histoire mathématique. Je vais leur apprendre à se relaxer. Après l'école, je vais leur apprendre à poser toutes leurs peurs, je vais leur apprendre à traiter un énoncé, tout ça. Tu vois, et après. Donc finalement, il y a à la fois, dans Happy Parents, c'est à la fois transmettre de manière ludique ce qu'on attend qu'un enfant apprenne à l'école, donc un aspect scolaire, mais aussi, je dirais, aussi et surtout, toute cette dimension personnelle à travers différents ateliers, hein, de 4 à 84 ans, du théâtre pour les tout petits pour arriver à découvrir et la recherche à travers tout ça c'est se retrouver soi, se retrouver soi, apprendre à s'aimer, apprendre à dire non, développer, découvrir ses émotions et puis développer la relation à l'autre. Voilà. Félicitations. Merci. On travaille dans le même axe. Oui, j'ai l'impression. Parce que si on est bien, si on est épanoui, on n'a aucune raison de ne pas savoir faire, je veux dire. A priori, oui, c'est sûr. Ouais. C'est ce qui fait visiblement défaut à l'éducation classique d'aujourd'hui. On n'est pas visiblement assez dans l'accompagnement de l'enfant, dans ce qu'il est, dans l'être qu'il est au plus profond. Et on le met très souvent et très rapidement en compétition avec ses camarades, on lui coupe de sa liberté. Et on voit bien à l'image de ce que tu fais qu'il y a des milliards d'outils qui existent justement pour les accompagner au mieux, dans leurs différences aussi, parce que malgré tout, on est quand même des êtres différents. Et uniques. Et uniques, voilà, avec des fonctionnements aussi différents. Et c'est ça qui est dingue pour moi, ça a été une vraie découverte il y a 3 ans quand j'ai lancé cette initiative justement de créer une école alternative, qui est devenue après le festival, parce qu'on a regroupé des gens qui étaient dans cette énergie justement de vouloir créer l'école. Je découvre en fait depuis 3 ans que c'est à l'image des thérapeutes. Nous, tu sais, on a créé une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-être, qui est dédiée au monde des thérapeutes. Et je dis très souvent, il y a plus de 1000 activités différentes dans ce milieu. Donc potentiellement, on a tous une technique qui pourrait être bonne pour nous et pas forcément bonne pour une autre personne. C'est exactement ça. Et c'est pareil dans le monde de l'éducation. C'est absolument ça. Je découvre qu'il y a des centaines et des centaines de professionnels qui proposent des solutions complètement différentes, mais potentiellement pertinentes pour un individu. Absolument. Et génial. Tu sais, ce que tu dis, c'est tellement vrai que cet enfant, il est oublié dans le système éducatif en tant que personne, que dans la famille, il est même oublié. Parfois, il n'est plus qu'un élève, tellement les parents, on parle de la phobie scolaire des enfants. Mais moi, j'ai reçu plusieurs familles où l'enfant portait la phobie scolaire de sa maman ou de son papa. Donc, il n'y a plus de place que pour l'école. Maintenant, on est d'abord parents. Et puis après, on accompagne aussi son enfant pour l'école. Et puis si on sent que ça réveille des choses trop douloureuses ou trop difficiles, ou qu'on se sent pas, là, il faut appeler au secours, oui, c'est ça. appeler de l'aide. Il faut se faire entourer, complètement. Ah, oui, c'est sûr. C'est une d'ailleurs des questions, à mon avis, qu'on devrait se poser. C'est, ok, donc j'ai décidé de d'avoir des enfants, voilà, ils vont être scolarisés. Moi j'entends beaucoup, alors c'est pour ça que je ne veux pas prêter de jugement, c'est juste que j'entends beaucoup de personnes qui disent, voilà, les enseignants ont l'impression que les parents disent, voilà, c'est le rôle de l'école d'éduquer mes enfants. Je ne sais pas si toi tu le ressens. J'ai entendu ça. Tu l'entends aussi, ouais. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas comment me positionner par rapport à ça, parce que je trouve ça assez étonnant en fait, de me dire que les parents se déresponsabilisent, entre guillemets, et se disent, voilà, c'est à l'école de s'occuper de l'éducation. C'est un peu curieux. Tu vois, on a vécu quelques années aux États-Unis et on était immergés dans une école
une école publique, mais d'un très bon quartier, c'est vrai. Mais ce que j'ai observé, c'est qu'il y avait une paix qui habitait les enfants. Et je me disais, mais d'où vient cette paix par rapport à nos enfants français qui sont toujours sur le qui-vive finalement. Et je pense qu'il y avait une éducation qui était faite à la famille. Et dans cette éducation qui était transmise en famille, ils retrouvaient l'éducation qui était transmise à l'école. Et tu sais, les Américains sont tous dans des obédiences religieuses, et donc il y avait aussi le discours de l'Église, quel que soit son nom, quelle que soit sa religion, et il y avait un discours commun partout. Et du coup, une certaine paix, parce que partout on travaillait, enfin l'enfant évoluait et grandissait sur des valeurs qui étaient les mêmes ou qui soient. Ah oui, oui, c'est intéressant ça, d'accord. Et du coup, les parents, il ne faut vraiment pas qu'ils se déresponsabilisent. Ils ont la responsabilité d'un ou deux enfants, les enseignants ont la responsabilité d'un groupe, c'est pas la même chose. Et puis en famille, on a tout le temps après l'école, on a le temps le week-end, on a le temps avec les vacances, l'enseignant, il a le temps, il a 6 heures pour 25 élèves, et il a un contenu pédagogique à donner qu'il doit tenir. Donc oui, il faut faire l'éducation humaine à l'école, ça c'est sûr, et c'est indéniable. Et je dirais que la cour de récréation pourrait être le bon moment, ou entre midi et 2, où à partir des histoires de la cour, on apprenne quel est l'outil qui manque, comment faire pour régler ce conflit, etc. Tu vois, et pourquoi on ne s'inspirait pas aussi d'autres pays comme aux États-Unis d'ailleurs et au Canada, c'est les pays qui nous donnent l'esprit, où les parents s'impliquent directement dans l'école. Là on voit bien, nous les parents, ils n'ont plus le droit maintenant, il me semble, en plus de voir. Mais il y a toujours eu une espèce de frilosité par rapport aux parents dans l'école, alors qu'aux États-Unis, par exemple, si tu es le parent qui n'intervient jamais, ne serait-ce que pour manger avec les enfants à la cantine, où il n'y a pas de cantine, ils apportent leur lunch box, eh bien, t'es montré du doigt. Donc, oui, je pense que c'est très important, parce que du coup, il y aurait vraiment un enfant confié. Et puis, je pense que c'est très important de remonter qu'ils échangent les difficultés sur l'enfant, on est une équipe avec les parents. C'est évident, Pour moi, tout le monde doit s'impliquer dans ce rôle d'éduquer, quoi, si on peut appeler ça éduquer. Et puis, c'est même grave, parce que si le parent n'est pas au courant de l'éducation qui est donnée à son enfant, qu'est-ce qu'on peut rentrer dans la tête de cet enfant et dans son cœur? C'est clair. D'où, à mon sens, la nécessité peut-être aussi d'accompagner les parents. Et de se dire que c'est bien qu'il y ait des écoles alternatives, c'est bien qu'il y ait des outils pour accompagner les enfants de manière un peu différente et les aider. Mais peut-être que ça serait bien aussi qu'on aide les parents justement à être parents, parce qu'il n'y a pas un mode d'emploi. C'est pas forcément simple d'être parent. Et comme je le vois justement dans le monde des thérapies, des médecines alternatives, du développement personnel, il y a un paquet d'outils pour accompagner les parents, pour être peut-être des parents plus épanouis, plus heureux, avec beaucoup plus de confiance en eux. Enfin, voilà. Et tu sais, on ne dirait pas, mais ils sont très demandeurs. Parce que très souvent, ils sont un petit peu désarçonnés, puis ça fait un petit peu... C'est délicat d'aller dire « je ne sais pas faire ». Mais en même temps, c'est normal de ne pas savoir faire. On apprend... Il devrait y avoir une école de parents. Et que l'école soit le lieu où on enseigne les enfants et où on enseigne les parents des mêmes techniques. Ça me paraît une suite logique pour que l'enfant puisse prolonger à la maison et que à la fois enfants et parents s'exerceraient. Complètement. Et je pense qu'il faudrait même mettre les enseignants, c'est-à-dire que si on imaginait, moi c'est le projet de l'école de la vie en gros, c'est-à-dire une école pour les enfants évidemment, mais aussi un centre de formation pour les parents et pour les enseignants. Comme ça on boucle la boucle. Et a priori là, on part quand même sur des bases qui sont plutôt bonnes, quoi, je pense. Et du coup on met tout le monde au même niveau sur le plan humain, c'est-à-dire des aides sur leur chemin de vie, et qui sont tous en train d'apprendre et d'essayer de faire du mieux qu'ils peuvent chaque jour, du mieux qu'ils peuvent. Complètement. Et on voit bien d'ailleurs que c'est pas une utopie, parce que j'en entends certains peut-être qui vont dire voilà c'est complètement utopique. Et nous on le voit avec le réseau des écoles alternatives qu'on a créé, qui regroupe quasiment plus de 1000 écoles, on voit bien qu'il y a déjà des écoles qui s'appuient sur ce modèle-là. Donc ça existe, quoi. Qu'on ne pense pas que c'est juste un rêve et que c'est juste impossible. Il y a déjà des écoles qui tournent de cette façon et ça marche bien. Le seul petit point qui ressort, je trouve, des écoles alternatives, c'est le coût. Et là, c'est vrai qu'on est confronté à quelque chose qui est un peu dommage, c'est-à-dire que c'est pas accessible à tout le monde de mettre ses enfants dans les écoles alternatives, ça coûte cher. Pour autant, il y a des modèles économiques qu'on peut mettre en place pour des écoles, et c'est possible. C'est ça, je pense qu'on a quelque chose à travailler là, et peut-être à donner un cahier des charges. Dans mes formatrices, j'ai plusieurs dames qui sont sur le point, qui ont une envie vraiment énorme de monter une école et qui sont un peu freinées par ça et se disent mais comment faire pour monter une école alternative. Donc il y a peut-être ça avec toute une réflexion sur le montage pour qu'il soit rapide et simple et puis le financement pour qu'un maximum de personnes, pour que toute personne qui rêverait y rentrer puisse, voilà. Et ça peut être aussi par des échanges, je pense qu'on va dans l'économie de demain, des échanges de services, les parents qui ne peuvent pas beaucoup payer, ils peuvent venir faire un peu de ménage. C'est ça, exactement. En fait il y a plein de choses à imaginer.
le postulat de départ de l'école de la vie qu'on est en train de créer, c'est parti de là. En fait, moi, je suis plutôt chef d'entreprise à la base, même si je ne suis pas né chef d'entreprise, hein, mais disons que j'ai une réflexion de chef d'entreprise depuis 14 ans avec mon activité. Et je me suis dit, en fait, une école, c'est une entreprise, ni plus ni moins. Absolument. Donc, une famille aussi. Ouais, voilà. Donc, il faut réfléchir à un modèle économique. Absolument. Et pourquoi les écoles d'aujourd'hui se reposent uniquement sur les parents pour financer finalement l'école, alors qu'il y a des possibilités de faire entrer des sous dans l'école de manière vraiment différente. Enfin, il y a plein de choses à imaginer. Et c'est possible parce que c'est pareil, il y a des écoles déjà qui existent. Qui l'ont fait. Voilà, qui l'ont fait. Donc, j'allais dire, les cœurs, peut-être pour les gens qui nous écoutent en se disant, voilà, moi j'ai envie de créer une école, mais ça va être compliqué. Alors, c'est possible. C'est possible, exactement, c'est possible. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir les épaules. Il faut avoir les épaules, c'est quand même des projets qui sont assez importants. On ne parle pas de créer non plus, d'être auto-entrepreneur, c'est quand même un projet qui regroupe de l'humain, qui nécessite une structure. Donc je pense que n'importe qui ne peut peut-être pas se lancer pour créer une école. Ça nécessite aussi qu'il fasse peut-être une introspection personnelle et voir s'il est capable de porter ce projet. Parce qu'entre les envies et après la possibilité de porter un projet, moi je trouve qu'il y a une marge. Moi je le vois d'ailleurs depuis qu'on a parlé de l'école de la vie. La première année où on a commencé à en parler, on a reçu 600 emails en 3 mois. Donc de personnes qui étaient très enthousiastes pour créer l'école, qui voulaient participer au projet de l'école. Et donc du coup, on s'est dit on va organiser un pique-nique pour regrouper tout le monde, pour qu'on puisse parler de tout ça. Et qu'est-ce qu'il en est ressorti de tout ça? Pour moi, c'est un constat humain que je fais depuis des années en France. C'est qu'entre le désir et le passage à l'acte, il y a une marge qui est colossale. Parce qu'à un moment donné, les gens sont confrontés justement à une forme de difficulté, quoi. Donc il faut quand même être très réaliste, avoir les pieds sur terre et rappeler quand même que que ça englobe de l'humain, que ça englobe un projet économique et que c'est quand même, c'est pas rien non plus, quoi. Oui, non, mais c'est tout à fait vrai, hein. C'est vrai pour toutes choses sur cette terre, mais il y a des personnes qui l'ont fait et qui ont damé la piste. Donc si on pouvait arriver à faire un cahier des charges en représentant un volume horaire, un volume financier, un espace. Et puis je pense que quand on pense école, il ne faut pas penser tout de suite 400 élèves, on peut peut-être commencer tout simplement, modestement, et puis faire grandir tout doucement. Mais il y a des personnes qui l'ont fait, je pense qu'il faudrait peut-être que on lance un projet là, de rassembler les histoires de toutes ces écoles qui sont en train d'entrer dans ton réseau. Parce que tu en as combien maintenant? Je te dis, il y en a plus de 1000. Mais t'imagines, là tu envoies une enquête sur tout, que chacun te raconte son histoire, et là tu as une richesse, et là il y a de quoi monter, voilà, et puis que les gens... Et puis peut-être poser aussi cet aspect humain, quelles caractéristiques faut-il avoir, quel talent personnel faut-il avoir, où ont-ils eu, eux, pour le développer, puis après chacun va se reconnaître, parce qu'il doit y avoir aussi différents styles d'école. Ah bah oui, parce que c'est tellement dépendant du porteur de projet que forcément, oui, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai que je te rejoins sur une chose, moi j'appelle ça le cerveau collectif, de s'entourer aussi des bonnes personnes. C'est-à-dire que potentiellement, on est très très bon dans peut-être plusieurs choses, mais il y a d'autres choses sur lesquelles nous on va pas forcément être bon, alors qu'une autre personne va s'éclater là-dedans et va pouvoir justement participer aussi au projet de cette façon. Connaître ses compétences et ses limites. Voilà, exactement. Et puis je dirais, au-delà des compétences, peut-être je mettrais plutôt connaître ce qui nous motive, ce qu'on a le plus à cœur, parce que c'est là qu'on va être performant, plus que dans le mental, parce que là, on compte plus son temps, on compte plus... en revanche, on inclut sa famille. C'est-à-dire qu'il y a le temps pour... Je vais me dédier pour les enfants des autres, mais j'oublie pas d'être cohérent dans ma propre famille. Et ça, je pense que c'est très important. Ah bah oui, c'est sûr. Et puis après, tout se fait tout seul après. Après, il y a une bonne chose, hein. Moi je pense à Sophie Rabi. Tu as été voir Sophie Rabi? En ce moment, elle est dans un rôle de transmission justement à travers son école. Et il y a plein de lieux comme ça, je pense aussi à la ferme des Amanins. Les Amanins, c'est aux Amanins qu'on est allé. Voilà, la ferme des Amanins, c'est un lieu aussi de transmission. Et ils sont en ce moment, justement, depuis quelques années, à dire voilà, si vous voulez venir, nous on vous donne tout, quoi, tout ce qu'on a fait. Et c'est dans des lieux comme ça peut-être qu'il faut commencer à aller, quoi, parce qu'ils ont déjà... Je crois que Sophie Rabi, ça fait 30 ans, elle a créé ça en 99, donc même beaucoup plus que ça. 99-2017. Ouais, donc 2017, donc ça fait quand même 18 ans, t'imagines? Je pense qu'elle en a des choses à dire. Hein. Elle en a des choses à dire, elle en a des choses à dire. Mais en même temps, c'est une personne, la pauvre, on ne peut pas non plus. Non, c'est clair. Non, mais parce que on va dire que les Amanins et la ferme de Sophie, c'est ceux qui sortent un peu du lot parce qu'ils ont été pionniers. Mais évidemment, il y a plus de 1000 écoles et peut-être que la démarche, ce serait de passer un coup de fil à une école, peu importe, celle qui est juste à côté de chez toi, et d'aller discuter avec le directeur ou la directrice, voir s'ils sont ouverts justement à ce type de sujet de discussion. Et en fait, quand tu... mais j'ai déjà fait, hein. C'est fabuleux. Bah oui, c'est fabuleux. Donc, et tu vois, j'ai eu
2 fois le cas, dont Noël Lauréac, qui a monté cette école à Saintes, et qui dans mes ateliers disait mais c'est pas si compliqué que ça, et c'est pas si long que ça, et c'est faisable. Et elle l'a fait, quoi. Donc je pense que, peut-être que c'est ça qu'on pourrait commencer à initier. Et pourquoi pas. Mais sinon je pense au festival, tous les retours qu'on a eu nous après le festival, pour ceux qui nous ont écrit, il y en a des milliers, on va dire ce qui ressort un peu quand même, c'est le côté ça me rassure. Ça me redonne foi en l'humanité de voir qu'il y a des milliers de personnes qui pensent comme moi, qui sont eux aussi peut-être dans le désir de passer à l'action, et finalement ce festival va générer un déclic. Oui, mais c'est vrai. Ouais, donc on pourrait peut-être recommander aux gens aussi de participer à des événements comme ça. Il faut absolument. Ouais, parce que c'est un générateur d'inspiration, peut-être de déclic. Il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'ils vont créer une école, beaucoup qui nous ont dit tiens moi je vais créer un événement aussi. Mais ouais, c'est juste dingue. Ça c'est important. Donc peut-être que pour les gens qui nous écoutent, s'ils ne se sentent pas tout de suite de créer une école, déjà qu'ils se rendent dans des lieux où justement ils vont rencontrer des gens qui sont un peu comme eux, qui partagent des valeurs communes, qui sont dans ce désir de faire avancer les choses, et voir dans la confrontation d'idées, dans les échanges, voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut émerger derrière. Oui, ou rencontrer, tout simplement, ça peut être un lieu où on rencontre une personne, et tout d'un coup, à 2, on ose se lancer. C'est ça, aussi. C'est très important. C'est ça. Donc tu vois, cette recherche du bonheur, et puis de la reconnaissance de l'unicité que tu évoquais tout à l'heure, et de l'excellence qu'on a chacun en nous. On a chacun un trésor, on est venu chacun avec un cahier des charges. Et quand on est recentré sur soi, sur qui on est, je pense à ta maman qui faisait de l'astrologie, on n'a plus qu'à être, quoi. Et c'est pas difficile. Non, non. En fait, c'est ce qui est le plus simple, qui est le plus difficile à trouver. C'est ça. Et donc, si on peut permettre aux enfants d'être, simplement d'être, qui sont, et leur permettre de laisser être. Eh bien, nous y sommes. Nous y serons en tout cas. C'est clair. Merci. Mais je t'en prie.